Et voilà. Merci. Je ne sais pas s'il faut présenter Jean Marin, qui représente la mathématique belge avec énormément de qualité depuis bien longtemps. Et je suis vraiment très flatté de le voir régulièrement participer au colloque qu'on organise dans la Haute École, puisque c'est déjà la deuxième fois, et donc de nous parler, je prise des beautés en passant du réel au complexe. Voilà. Bien, c'est un plaisir de nous réunir avec vous pour aussi célébrer le collègue Jacques Bell. Donc, je me suis dit, il y a la retraite. D'habitude, on dit on ne va pas faire des choses trop difficiles. Mais c'est pas vrai, c'est pas parce qu'on est à la retraite que l'esprit se ramollit automatiquement du jour au lendemain. Et donc, je n'ai pas hésité, en essayant d'apporter une petite contribution à ce qui est, du personnel, la beauté des mathématiques, je n'ai pas hésité à mettre des formules. Il y aura des formules, il y aura de la technique. Enfin, ce ne sera pas de la technique extrêmement évoluée, mais je milite un petit peu contre cette maladie qui consiste toujours à vouloir parler de mathématiques sans utiliser leur langage, alors que leur langage est une partie essentielle, justement, et de leur beauté et de leur efficacité. Bon, alors je vais commencer, puisqu'il est question de réel et d'imaginaire. Je vais donc commencer par vous rappeler, vous la connaissez sûrement, mais disons, elle est tellement belle, vous rappeler rapidement comment les nombres complexes se sont introduits en mathématiques, sont introduits en algèbre, car ça n'est pas du tout ni par hasard, ni par nécessité, c'est à l'occasion de la résolution de l'équation du troisième degré. Donc l'équation algébrique du troisième degré, eh bien, ce n'est qu'à la Renaissance italienne qu'on a réussi à trouver pour ces racines, ou du moins pour une racine au début, une formule qui rappelait les formules qu'on connaissait déjà sous une forme ou une autre depuis longtemps pour l'équation du second degré. Alors l'histoire elle-même, je ne vous la raconterai pas, elle fait intervenir essentiellement trois mathématiciens italiens dont les noms sont là. Le premier aurait découvert la formule, le deuxième l'aurait redécouverte et démontrée, mais gardée secrète, c'était la mode à l'époque. Le troisième l'aurait volée, publiée, volée d'une manière extrêmement habile, mais enfin, on peut quand même appeler ça intellectuellement un vol, et l'aurait publié, et étant donné qu'il est le moins éthique des trois, puisqu'on parle de mathématiques éthiques, c'est son nom qui a été donné à la formule. Alors, une petite translation de l'inconnu permet de se débarrasser du terme en x carré, donc on peut s'attaquer directement à la forme x cube plus px égale q. Alors, c'est de l'algèbre, mais c'est de l'algèbre à une époque où la notation algébrique n'était pas ce qu'elle est. Alors, un élève de Cardan, eh bien, voilà comment il vous donne la recette pour trouver la racine de l'équation là-bas. Alors, c'est très joli, hein, à condition, évidemment, qu'on connaisse la signification des termes. Bon. Mais ça veut dire quoi dans notre langage actuel? Ça veut dire cela. Donc, là, vous voyez qu'interviennent uniquement les coefficients de l'équation P et Q. Alors, essentiellement, sous la racine cubique, qu'est-ce que vous voyez? Eh bien, quelque chose qui ressemble quand même à des solutions d'une équation du second degré. Et de fait, par un changement de variable astucieux, on se ramène finalement à une double résolution de l'équation du second degré. Donc voilà la formule qu'a donnée, dite de Cardan. Hein. C'est comme pour le joint. Hein. Le joint de Cardan, on le trouve difficilement dans ses œuvres. Hein. Voilà. Peut-être que le joint de Cardan, c'est vraiment au sens actuel du terme, car il a mené, lui, de bâton de chaise. Bon, voilà la solution donc donnée, rapportée par Ferrari en français, et encore je vous l'ai mis en français et pas en italien. Alors voilà.
belle formule, hein. Si on va en esthétique des mathématiques, on peut faire un test, savoir qui trouve ça beau, qui trouve ça laid, et vous verrez qu'on aura des résultats extrêmement variés. Mais ce n'est pas le problème de l'esthétique de cette formule qui concerne ici, c'est comment est-ce que ça peut s'appliquer, une formule pareille. Si on veut l'appliquer, prenons un exemple. Prenons le cas de l'équation xq moins 15x égale 4. Donc p égale 15, q égale 4, ça n'est pas horrible. Alors, à ce moment-là, vous appliquez la formule et vous voyez que x va être donné par l'expression racine cubique de 2 plus racine de moins 121, parce que q demi au carré plus p sur 3 au cube, ça fait moins 121. Donc, la formule, vous êtes bloqué. La racine de 121, bon, vous pouvez faire le malin et dire, bah, oui, c'est 11 fois la racine de moins 1, mais il vous reste la racine de moins 1 dans les pattes. Racine de moins 1 à l'époque, le carré d'un nombre est positif, la racine de moins 1, ça n'existe pas. Donc la formule, on l'a trouvée, on l'a volée, on l'a publiée, et on veut l'appliquer à un cas. Et ça ne marche pas. Alors, petit malin dira, ah, mais peut-être ça ne marche pas parce que l'équation n'a pas de racine. C'est ça que c'est le message. Donc, l'équation a une racine. Je vous la donne. 4. Je vous la donne. Si vous remplacez x par 4, ben faites le calcul comme moi, vous verrez qu'elle est racine. Et comme en plus, quand on a la première racine d'une équation du troisième degré, on peut factoriser et avoir les deux autres, je vous donne même les deux autres. Donc il y a 3 racines réelles. Ce n'est pas toujours le cas pour une équation du troisième degré, mais ici c'est le cas où elle en a le plus de racines réelles. Donc on a une formule, on a 3 racines réelles, on veut appliquer la formule pour en trouver au moins une des 3, hein, on n'est pas trop exigeant, et on tombe sur racine de moins 1. C'est embêtant. Enfin, c'est embêtant, oui. Et d'un autre côté, c'est excitant. Alors, Cardan, lui, là, il n'a pas su faire grand-chose là-dessus. Il a dit que c'est embêtant, bon, voilà, bon. Tant pis, prenons un autre exemple. Bon, il a fait un autre exemple où ça allait, car il y a des exemples où ça va. Un peu plus tard, Bombelli, un autre Italien, toujours à la Renaissance, vous voyez, on est toujours au XVIe siècle, eh bien, il a lui fait un pas, se disant, ben dans le fond, le racine de moins 1, il apparaît dans la formule, moi je crois plus à l'algèbre qu'au nombre, si vous voulez, eh bien, je vais le traiter comme si c'était une expression, un nombre normal. Et puis, bon, je vais le garder, je vais m'imposer un certain nombre de règles, c'est souvent ce qu'on fait en algèbre, moins par moins égale plus, et toutes ces choses-là. Et puis alors, au bout du compte, eh bien, je verrai bien ce qui se passe. Donc, il s'est dit, c'est un truc, au lieu de le rejeter, eh bien, je vais simplement chercher à l'utiliser. Donc, il a introduit un certain nombre de règles, vous voyez, une autre sorte de racine carrée, très différente des autres, il ne faudra pas les mélanger, dit-il. Et alors, il impose quelques règles, j'en ai résumé seulement 2. Si vous faites le produit de racine de moins 1 fois racine de moins 1, bah, c'est assez normal de dire que ça vaudra moins 1. Et il ne faut surtout pas les additionner avec des nombres respectables, des nombres réels. Donc il faut les garder séparés. On fait des calculs sur tout ça, comme si c'était des vrais nombres, et puis alors, évidemment, on fait des puissances, etc. Mais les puissances, ça sera toujours soit un nombre réel, soit un multiple de racine de moins 1, puisqu'on a la règle que le carré vaut moins 1, et on les garde séparés. Et puis on voit ce qui se passe. Donc voilà essentiel. Alors il a dit ça dans un langage assez poétique d'ailleurs, mais qui ne veut rien dire d'autre. Et on va appliquer la règle, on va faire comme Bombelli. Donc voilà où on en était. On en était avec notre formule pour la racine. Je vous la rappelle. Alors ici, il faut se dire, j'ai un nombre là qui est formé d'une partie qui est réelle et puis d'un multiple de racine de moins 1. Comment en calculer la racine cubique? Eh bien, ce que je ne vous ai pas fait en détail, ce calcul-là, c'est on va faire ça par les coefficients indéterminés, on va dire
que la racine cubique de cela, c'est a plus b fois racine de 1. On va élever les deux membres au cube et on va identifier. Et ce qu'on trouve, c'est essentiellement que 2 plus racine de moins 1 au cube, j'ai fait la vérification pour vous, eh bien, c'est 2 plus 11 fois racine de moins 1. Donc la racine cubique de 2 plus 11 fois racine de moins 1, ce sera 2 plus racine de moins 1. Et on fait la même chose avec la racine cubique de 2 moins 11 racine de moins 1, et on trouve que c'est 2 moins racine de moins 1. Et dans la formule, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit les additionner. Alors vous voyez ce qui se passe quand on additionne 2 plus racine de moins 1 et 2 moins racine de moins 1, on trouve 4. Donc, l'imaginaire qui s'était introduit comme ça dans la formule nous embêtait, eh bien, quand on calcule dessus, en oubliant qu'il est imaginaire, en respectant les règles de l'algèbre, on retrouve bien une des vraies racines réelles de l'équation. Donc, voilà ce qu'on trouve. Et voilà comment les nombres complexes se sont introduits pour résoudre un problème réel. Donc, on lit encore dans des mauvais livres qu'on a introduit les nombres complexes pour que l'équation du second degré ait toujours 2 racines. Non. À l'époque, il ne venait à l'idée de personne de donner toujours 2 racines à une équation du second degré, parce que l'équation du second degré était toujours associée à une représentation géométrique, et je vous assure que quand la parabole ne coupe plus l'axe des x, on ne voit plus guère de racines. Réel ou imaginaire. Donc ça s'est introduit vraiment par nécessité ici, pour donner un sens, pour qu'une formule qu'on avait découverte à grand-peine nous permette de trouver réellement l'objet cherché. Donc voilà comment ils sont introduits, et ils sont introduits, bien entendu, comme des êtres qu'il fallait manier, mais avec précaution. Bon, alors, ce que va montrer maintenant l'introduction de ces nombres complexes, c'est que s'enfermer dans le réel peut justement vous cacher la réalité des choses. Alors, comment est-ce que ça? Bien. Allons maintenant, essayons d'aller au-delà de l'équation du 3e degré, l'équation du 4e degré. Incidemment, Ferrari, dont je vous ai signalé le nom, il avait trouvé aussi une formule pour l'équation du 4e degré, c'est encore plus horrible que pour le 3e degré. Et vous savez qu'on a cherché alors pendant des siècles à trouver des formules pour le degré 5, 6, 7, et qu'on n'a pas trouvé, et qu'on a bien fait, puisque on a prouvé, Galois a prouvé, Abel et Galois ont prouvé que c'était impossible pour une équation arbitraire de degré supérieur ou égal à 5. Il y a des racines, on va le voir, mais il n'y a pas de formule, moins de formule algébrique. Bon, donc maintenant, essayons de voir un petit peu qu'est-ce qu'elles font, comment se comportent les racines de nos équations algébriques. Une équation algébrique de degré n, elle est écrite là, elle a des coefficients A, B, C, D, etc. jusqu'à H qui sont réels. Si on a une racine d'une équation, on sait qu'on peut factoriser, mettre x moins r en évidence si r est la racine, et alors on a un polynôme d'un degré qui a diminué de 1. Donc, à cause de cela, on peut faire ça n fois, donc on ne peut pas avoir plus que n racines réelles pour une équation algébrique réelle. Donc n, c'est le nombre maximum. Alors on se dit, je vais essayer de faire un théorème. Quel est le nombre possible de racines d'une équation? Alors pour cela aussi, il est bon d'introduire pour une racine sa multiplicité, c'est-à-dire combien de fois je vais pouvoir mettre x moins r en évidence dans le polynôme. Ce sera au maximum n, bien entendu, mais ça pourrait être 1, 2, 3, etc. Et le nombre maximum que je puisse mettre de facteurs de ce type en évidence, c'est la multiplicité de la racine. Alors vous voyez que si on utilise cette notion-là, donc on compte maintenant une racine avec sa multiplicité. Si elle est double, elle compte pour 2, si elle est triple, elle compte pour 3. Eh bien, on a un tableau. Alors vous voyez, il y a une certaine régularité, mais il faut bien avouer que
c'est pas très beau comme résultat. Le nombre possible de racines, d'abord, il change. Vous voyez, pour l'équation du troisième degré, ça pouvait être 3 ou 1. Il y a des courbes du troisième degré qui sont strictement monotones, donc il n'y aura jamais qu'une racine, mais qu'on a vu qu'elle pouvait en avoir 3. Bon. Et ainsi, on a, si vous voulez, un résultat qui a une certaine régularité, mais qui n'est pas extrêmement sympathique. Alors, si on introduit maintenant les nombres complexes, et les premières lignes, c'est essentiellement pour rappeler les règles, si vous voulez, que nous avait donné Bombelli. Comment sont-ils faits, ces nombres complexes? Ben, c'est un réel plus un autre réel fois la racine de moins 1, que à partir de l'air on appellera i, donc j'anticipe un peu, j'écris ça i. L'égalité, ben, il faut à la fois que le coefficient réel et le facteur de l'imaginaire soient égaux. L'addition, on peut les additionner séparément. Et le produit, ben, on fait le produit comme si c'était des choses réelles, et quand c'est i carré, on met moins 1, et on resépare le tout, et voilà les formules. Bien entendu, maintenant, rien ne nous empêche de considérer les équations algébriques qui ont des coefficients qui peuvent être complexes eux-mêmes, ils ne sont pas obligés, mais ils peuvent l'être. La notion de racine est exactement la même, la notion de multiplicité est exactement la même, sauf que maintenant, la racine peut être un nombre complexe. C'est autorisé. Et alors là, il a fallu du temps pour le prouver, et il y a eu à peu près... donc je dirais peut-être qu'aujourd'hui, il y a plus de démonstrations vraies que fausses, mais au début de l'histoire, il y avait plus de démonstrations fausses que vraies. Donc on a mis du temps à prouver ce théorème-là, qui dit qu'un polynôme à coefficient complexe, éventuellement réel, mais un polynôme à coefficient complexe a exactement n racines. S'il est de degré n, il a n racines du moment que le seul bémol, c'est qu'on doit les compter avec leur multiplicité. Et c'est ici, je crois, qu'on doit peut-être faire une remarque qui n'est pas souvent faite ni dans les cours ni dans les livres. Pourquoi a-t-on, vous l'avez vu, pourquoi a-t-on introduit les nombres complexes? Eh bien, pour donner un sens à une formule pour une équation du troisième degré. On peut reculer maintenant, ne plus faire de l'histoire, mais faire du raisonnement. Le nombre complexe nous a permis, si vous voulez, de dire qu'une équation de degré 2 a toujours 2 racines. Donc on pourrait dire maintenant, en réécrivant l'histoire, on introduit les nombres complexes pour que l'équation de degré 2 ait toujours exactement 2 racines, comptez avec leur multiplicité. On savait déjà que l'équation de degré 1 a toujours une racine, et ça resterait sur les complexes. Degré 1, une racine, degré 2, 2 racines. Alors on aurait pu se poser la question de dire, bon, si je veux qu'une équation de degré 3 ait toujours 3 racines, qu'est-ce que je dois introduire comme nombre? Est-ce qu'il faut introduire des nombres nouveaux ou pas? Eh bien, ce que dit le théorème, on appelle d'ailleurs à juste titre fondamental de l'algèbre, ce que dit le théorème, c'est que les seuls nombres complexes suffisent à ce que pour n'importe quel degré, le nombre de racines soit toujours égal au degré de l'équation. C'est un fait extraordinaire. La nature ou les mathématiques auraient pu être telles que chaque fois qu'on augmentait d'un degré, on aurait dû introduire des nombres au lieu des nombres complexes, des super complexes, des hyper complexes, hein, bon, des carrefours complexes, bon, comme par les hypermarchés. Et c'est une chose réellement étonnante. Et je crois qu'il faut insister sur le fait, sur ce qui est étonnant en mathématiques. Si vous enseignez, si vous voulez garder ou capter l'attention de vos élèves, étonnez-les. Ne leur présentez pas les choses comme si elles allaient de soi, donc montrez-les, regardez cette histoire de la racine imaginaire qui est nécessaire pour trouver une racine, du nombre imaginaire qui est nécessaire pour trouver une racine réelle. C'est étonnant, il faut les étonner. Et si vous les étonnez, ben vous garderez leur attention. Et il y a plein de choses étonnantes en mathématiques. Ça, c'est un théorème étonnant. Et je vous le prouve en dehors de mes sentiments personnels, parce que c'est un physicien qui a trouvé qu'il était étonnant, qui a écrit qu'il était étonnant. Feynman, prix Nobel de physique, électrodynamique quantique.
eh bien, il écrit dans son cours de physique, nous avons défini des puissances de nombres imaginaires et tout le reste, et lorsque tout sera fini, quelqu'un viendra avec une autre équation que nous ne pourrons pas résoudre, par exemple du 6e degré, alors il nous faudra recommencer la généralisation des types. Mais non, il apparaît qu'avec cette seule invention de racine de moins 1, toute équation algébrique peut être résolue. C'est un fait fantastique. Et bon, il est physicien, et nous laissons au département de maths le soin de le prouver. Eh bien, je trouve que c'est extraordinaire que ce soit un physicien qui, dans un livre de physique, mette l'accent sur un fait qui n'est pas souvent mis en évidence dans les livres de mathématiques. Bien. Alors, les nombres complexes gagnent tout doucement en popularité. On se rend compte que c'est un outil extrêmement utile, mais on considère quand même à les regarder avec une certaine méfiance. Leibniz, par exemple, qui est un homme audacieux mathématiquement, il n'a pas peur de l'infini, il n'a pas peur d'introduire des notations nouvelles, et il dit les racines imaginaires sont une subtile et magnifique ressource de l'esprit divin, sorte d'hermaphrodite entre l'existence et la non-existence. Ces imaginaires ont ceci d'admirable que dans le calcul, ils n'enveloppent rien d'absurde ou de contradictoire et que cependant, ils ne peuvent être représentés dans la nature des choses. Là, on voit qu'un bon mathématicien peut être un mauvais prophète, car viendra un jour où on se représentera dans la nature des choses, sur un plan. On se représentera les nombres complexes. Mais à l'époque, c'est encore des objets un peu sulfureux. Bien. Bon, alors, nous avons vu le service qu'ont rendu les nombres complexes à l'algèbre, permettre de dénoncer, de démontrer ce théorème fantastique. Eh bien, on va voir qu'ils vont rendre un fabuleux service à la trigonométrie en signant essentiellement son arrêt de mode. Alors, les fonctions trigonométriques, on les connaît à l'époque, hein, elles sont apparues essentiellement à l'astronomie, c'est des fonctions fondamentales, c'est sinus et cosinus, ça se ramène à l'autre, ils sont périodiques, et on a que la somme de leurs carrés est toujours, je ne vous apprends rien. Et alors, si on dit, ben, qu'est-ce qui se passe si on veut calculer le cosinus d'une somme de deux angles? Eh bien, on a trouvé des formules. Cosinus x, cosinus y, moins sinus x, sinus y, c'est pas mal. Hein? Bon, ben, une somme de 2, une somme de 3. On peut évidemment réutiliser les formules précédentes. Ça devient moins beau. 4, je vous laisse faire. On peut le faire, donc c'est le genre de choses qu'on peut faire, mais qu'on a très vite plus envie de faire. Bon, alors la même chose, le cosinus des multiples d'un angle, un cosinus de x, vous utilisez la formule du dessus, et éventuellement là, vous éliminez le sinus carré, donc vous avez une belle formule. Pour le 3x, de nouveau, on peut y aller au champ proche, c'est déjà moins beau. Pour le 4x, vous voyez, ok. Alors, cosinus x, qu'est-ce que ça peut dire? Donc les formules, les lignes trigonométriques, les fonctions trigonométriques ont des règles d'addition, mais des règles d'addition qui se compliquent très vite. Par contre, quand l'analyse arrive, on se met aussi à essayer de dériver, de trouver les dérivés des fonctions trigonométriques, et là on a une extrêmement agréable surprise, c'est-à-dire que on ne sort pas d'abord ni des sinus ni des cosinus en les dérivant. Ils s'alternent juste avec éventuellement des signes qui changent. Donc on a des formules extrêmement simples pour calculer les dérivées successives et même dans l'ordre élevé du sinus et du cosinus. Ça, déjà Pascal connaissait déjà cela avant le calcul différentiel et intégral en langage géométrique. Et donc quel est l'avantage de cela pour un analyste? Eh bien c'est que on peut facilement alors écrire la série de Taylor, le développement de Taylor de ces fonctions-là, parce que le développement de Taylor, c'est bien de l'écrire du point de vue théorique, f de a plus f' de a fois x moins a plus x seconde de a sur factoriel 2 fois x moins a au carré, mais quand vous devez calculer pour une fonction quelconque la dérivée 59e, c'est pas toujours gai. Eh bien, pour des lignes trigonométriques, la 59e n'est pas plus difficile que la première. Donc, on peut facilement écrire le développement de Taylor.
du sinus. Bon, voilà. Bon, là, je voulais calculer en zéro, je suis vraiment trop bon. Et donc, je prends la formule de Taylor, hein, la voilà, pour une fonction générale. Vous pouvez développer en une série de puissances, et les coefficients sont liés aux valeurs de la fonction et de ses dérivés en zéro. On rappelle parfois Maclaurin, ça n'a pas d'importance. Donc, si vous appliquez ça au sinus, eh bien, vous voyez que vous pouvez écrire de très belles formules. Bon, ce sont de très belles formules. Ouais, elles cachent aussi, par exemple, elles cachent la périodicité. Tant que vous arrêtez, si vous vous arrêtez en chemin, vous avez un polynôme. Un polynôme n'est jamais périodique. Et donc, il faut aller jusqu'au bout pour retrouver la périodicité. Elle est bien cachée là-dedans. Enfin, bon, soit, du point de vue numérique, vous avez de belles formules. Bon, alors, maintenant, on a parlé des assurances. On va faire un petit lien avec cette conférence. Quelle est l'équation préférée des riches? Eh bien, quel est le but du riche? Et j'entends par riche non seulement l'individu, mais éventuellement les gens qui se sont mis ensemble. Eh bien, le riche, plus il a, plus il veut avoir. Donc, il veut que la croissance de sa fortune soit proportionnelle à sa fortune. Soyons gentils, mettons-lui le coefficient de proportionnalité 1, c'est un riche modeste. Et donc, ça veut dire que la croissance, qu'est-ce qui mesure la croissance d'une fonction? C'est sa dérivée. C'est le taux de croissance instantané d'une fonction, c'est ce qu'on appelle sa dérivée. Donc, que veut le riche? Il veut que sa fortune soit une fonction dont la dérivée est proportionnelle, coefficient, donc dont la dérivée soit égale à chaque instant ou à chaque moment à la fonction. Donc, il veut trouver une fonction, lui, telle que f' soit égale à f. Et il part d'une fortune de départ qu'il a eu de son père, qu'il a volé, qu'il a gagné. F de 0 égale 1 pour normaliser. Donc voilà, quelle est la fonction qui est égale à sa dérivée et qui vaut 0, 1 en 0. L'équation des riches. Puisqu'elle est égale à sa dérivée, la dérivée seconde sera égale à la dérivée première, la dérivée troisième, donc toutes les dérivées seront tout le temps égales. Donc, c'est très facile d'écrire le développement de Taylor de la fonction préférée des riches. C'est 1 plus x factoriel 1 plus 2 factoriel 2, etc. Et vous avez reconnu, évidemment, ce qu'on appelle la fonction exponentielle. Fonction exponentielle qui ne s'est pas introduite historiquement comme cela, mais qui s'est introduite dans des problèmes d'intérêt composé, chers aux riches. Bon, donc, on reste quand même dans le domaine correspondant. Les mathématiques de la finance ne sont pas une invention du XXIe siècle. Bon. Alors, ce qu'elle a de bien, la fonction exponentielle, c'est qu'elle a une formule d'addition qui est merveilleuse et qui résulte d'ailleurs, si vous voulez, directement de sa définition. Parce que si vous prenez le produit de l'exponentielle de x par exponentielle de y étant fixé, et l'exponentielle de la somme, vous voyez qu'elles sont toutes les deux des solutions de la même équation, mais avec les mêmes conditions initiales, et elles sont égales. Donc nous avons que l'exponentielle de x plus y, c'est l'exponentielle de x fois l'exponentielle de y. Si vous êtes un peu plus sadique, vous pouvez aussi prouver à partir du développement de Taylor. C'est plus amusant, plus embêtant. Donc voilà, vous connaissez tout ça, et si vous calculez l'exponentielle en 1, ce nombre E, 2,71 et des, eh bien, qui est la base des logarithmes, vous pouvez voir que la valeur de la fonction, c'est aussi E exposant x. Donc voilà la fonction exponentielle qui est définie pour tous les réels. Et alors, Euler, il ne l'a pas fait exactement comme je vous le dis ici, mais ce n'était pas loin. Euler, de nouveau, a eu la fantaisie de se dire, tiens, j'ai cette exponentielle, donc c'est une somme de puissance de x sur factoriel k. Il y a les nombres imaginaires. Qu'est-ce qui arrive si je la calcule sur i fois x? X est un nombre réel, mais i fois x. Donc je fais le calcul. Il fait le calcul, donc vous voyez, il remplace par tous les i carrés par moins 1, et donc il arrive à la formule deux sommes, deux séries. Et la première, il voit comme vous voyez que c'est la série du cosinus,
Et la deuxième, il voit, comme vous voyez, que c'est la série du sinus avec un i devant. Donc l'équation des riches, si on passe dans le monde imaginaire, eh bien ça va moins bien pour eux. Parce que leur fortune ne fait plus ça. Leur fortune, elle fait ça. Donc les riches ont intérêt à rester dans le monde réel. Ils ne s'en privent pas. Donc en passant sur les imaginaires, Euler a l'agréable surprise de voir qu'en fait, formellement en tout cas, et tout ça peut se justifier, l'exponentielle de i fois x, c'est cosinus plus le sinus. Donc si vous détestez la trigonométrie, vous êtes riche, vous détestez les choses que si, eh bien vous pouvez ramener tous vos calculs à des calculs d'exponentielle, il faudra les interpréter après. Oui, bon. Donc, si nous... Il y a une formule d'addition aussi pour l'exponentielle imaginaire qui est la même et avec le même raisonnement. Et alors on arrive au fait que l'exponentielle de ix, vous faites tout le calcul, eh bien ça va être essentiellement l'exponentielle de i fois x plus y, ça va vous donner donc ça va vous donner la formule d'addition en partie réelle du cosinus et en partie imaginaire la formule d'addition du sinus, que vous pouvez donc oublier à jamais, puisque vous les retrouvez en un calcul simple. Et si vous voulez la formule de multiplication des angles, eh bien vous voyez à ce moment-là que grâce aux propriétés de l'exponentielle, en séparant la partie réelle et la partie imaginaire de cosinus x plus i sinus x exposant m calculé avec le bidon de Newton, eh bien vous trouvez des formules, bon, qui sont peut-être pas très sympathiques, mais qui sont explicites pour trouver le sinus de mx et le cosinus de mx, quel que soit m. Donc la trigonométrie est morte. Elle est ramenée au calcul exponentiel, à condition qu'on ait le courage de le faire sur des imaginaires. Et le nouveau Feynman, il n'avait pas raté le coup. Il a écrit dans son même cours de physique que nous avons créé deux nouvelles fonctions d'une manière purement algébrique, c'est par les séries, le cosinus et le sinus, qui appartiennent à l'algèbre et seulement à l'algèbre, on dirait aussi à l'analyse. Nous nous réveillons à la fin. Je connais ses élèves. Pour reconnaître les véritables fonctions naturelles propres à la géométrie, il y a donc en définitive relation entre l'algèbre et la géométrie. Nous résumons ceci par la formule la plus remarquable des mathématiques, et I θ égale cosinus θ plus I sinus θ. C'est là notre bijou. Voilà un physicien qui s'enthousiasme sur la beauté des mathématiques. Et ça ne datait pas de sa carrière professorale, puisque quand il avait 15 ans, dans son petit carnet de notes, on trouve que E exposant I ici, exposant I égale moins 1, c'est pas sa faute, c'est la mienne, comme la formule la plus remarquable des maths. Et alors il va être suivi, enfin il a été précédé par tout un tas de mathématiciens ont tendance à qualifier cette formule pi égale moins 1 ou pi plus 1 égale 0 comme étant la plus belle formule de toutes les mathématiques. C'est vrai, c'est pas vrai, peu importe, mais vous voyez qu'il y en a beaucoup. Et on a même fait, on aime bien, c'est comme les concours de France d'aujourd'hui, eh bien, dans le Mathematical Intelligence, que vous connaissez peut-être, on a fait un sondage sur 24 résultats mathématiques qui contenaient celui-là, et il a été classé premier comme étant le plus beau théorème des mathématiques. Vous en prenez ce que vous voulez. Voilà. Alors, bon, bah, vous savez comme moi, là, je vais insister qu'on peut évidemment donner une représentation géométrique des nombres complexes, et on l'a fait au XIXe siècle. À ce moment-là, la formule se démythifie complètement, écrire que EI pi égale moins 1, c'est dire si vous partez de 1 et que vous tournez de pi dans le sens direct, vous arrivez à moins 1. C'est moins beau peut-être, ou c'est plus beau, ça dépend. On a un peu perdu dans le mystère. Bon. Alors, pour terminer, revenons à notre théorème fondamental de l'algèbre. Tout polynôme complexe de degré n a exactement n0. Donc, l'équation correspondante à n racine.
quel est le pas suivant? Enfin, c'est de prendre un polynôme de degré infini, dirait Philippe Geluck. Okay. Donc, une série. Prenons maintenant une série, et on appelle ça une série, une fonction entière. Eh bien, c'est une fonction qui, bon, au lieu de s'arrêter à n, on a une série qui est, elle, supposée converger pour toutes les valeurs du plan complexe. Donc, une fonction entière, c'est une fonction qui peut s'écrire comme ça, et avec une série qui converge partout. Monsieur Jourdain fait des maths. L'équation de degré n à n racines. La fonction entière, c'est un polynôme de degré infini, donc une fonction entière a une infinité de racines. C'est une belle conjecture. Facile. On connaît qu'elle est facile. Elles sont souvent faciles à énoncer, les conjectures. À démontrer, c'est autre chose. Bon, contre-exemple, non. Ouais, non. On vient de fabriquer sous vos yeux ébahis l'exponentielle de z. Hein, et l'exponentielle de z, si vous calculez son module, eh bien, vous trouvez que c'est l'exponentielle de la partie réelle, puisque la partie imaginaire est toujours de module 1, c'est cosinus carré plus sinus carré. Et donc, l'exponentielle ne s'annule jamais. Et c'est une fonction entière. Donc, la plus simple, presque des fonctions entières, elle ne veut déjà pas s'annuler. Fin d'histoire. Les mathématiciens ne sont pas comme ça, ils ne lâchent pas vite leur os. Hein? Non. Nous sommes les Rottweilers de la science. Au lieu de chercher les zéros de l'exponentielle, cherchons l'exponentielle égale b, quelque chose qui n'est pas zéro. Mettons un nombre complexe quelconque, mais pas nul à droite. À ce moment-là, un petit calcul vous montre qu'il y a une infinité de racines. Donc, si vous faites l'équation égale 0, il n'y a pas de racine. Et si vous mettez l'équation égale b, n'importe quelle b différente de 0, on retrouve ce qu'on voulait. Il y en a une infinité. Donc, il y a juste 0 à droite, qui, pour le dire poliment, nous embête. Alors, est-ce que c'est un théorème? Est-ce qu'il y a un théorème là-dessous? Eh bien, oui, il y a un théorème là-dessous. Il y a eu d'abord Weierstrass qui a montré dans le fond que si vous mettez un membre de droite, il y a toujours, aussi près que vous voulez de ce membre de droite, un autre pour lequel il y aura une infinité de racines. C'est moins fort évidemment que ce qu'on avait pour l'exponentielle où il n'y avait qu'un méchant point. Ici c'est un problème de densité. Mais un peu plus tard, Émile Picard en 1879 a prouvé que si une fonction est entière et n'est pas un polynôme, il y a au plus un second membre pour lequel vous n'aurez pas une infinité de racines. Donc, l'exception qui est signalée par l'exponentielle, c'est la règle. C'est la règle pour toutes les fonctions entières. C'est-à-dire qu'il y en a qui auront une infinité pour tous les seconds membres, il y en a qui n'auront pas de racines pour une valeur, mais une infinité pour les autres, et il y en a qui auront, par exemple, un nombre fini de racines pour une valeur, mais une infinité pour tous les autres. Tout ça peut arriver, mais il n'y a jamais qu'au plus un point récalcitrant. Un second membre qui ne veut pas faire comme les autres. Et, puisqu'on célèbre un mathématicien liégeois, je vais terminer par un théorème d'un mathématicien liégeois, qui est une variante, si vous voulez, de cela, Florent Bureau, décédé maintenant, mais qui a été notre professeur, et peut-être celui d'autres ici. Eh bien, il a prouvé que si f est entière polynomiale, ou bien l'équation f de z.a a une infinité de 0 pour n'importe quel a, ou bien l'équation f de k de z.b, fk désignant une dérivée, a une infinité de 0 pour tous les b différentes 0. Donc c'est aussi un théorème qui s'applique exactement au cas de l'exponentielle. Donc il y a toute une littérature que là, je pense que le théorème de Picard est un exemple d'un très beau théorème, car pour une classe extrêmement vaste de fonctions, il donne des informations extrêmement précises sur les zéros. Voilà. Alors, en résumé, qu'est-ce qui fait la beauté d'un résultat mathématique?
Est-ce la simplicité de l'énoncé ou de la preuve? Est-ce le contraste entre un énoncé simple et une preuve compliquée? Est-ce le côté surprenant? Est-ce sa profondeur, à supposer qu'on sache ce que c'est? Est-ce sa généralité? Est-ce simplement que beaucoup de mathématiciens l'ont dit? Bon, ben, on peut poser la question pour n'importe quoi d'autre. Qu'est-ce qui fait la beauté d'une œuvre d'art, hein, d'un être humain, d'un paysage, d'un discours, d'une conférence? Eh bien, il ne faut peut-être pas trop chercher à comprendre. J'ai rappelé ce que dit Brassens, hein, en se frappant le front, en disant « j'ai trouvé la bande au professeur Nabus, c'est nous ». Est arrivé, qui s'est mis à frapper les cieux d'alignement, chasser les dieux du firmament. À trop vouloir parfois expliquer, on chasse les dieux du firmament. Mais, de toute façon, je termine par une anecdote sur un professeur de Liège, professeur de mathématiques à Liège. Il était réputé assez radin, et quand il donnait un résultat qui l'enthousiasmait, il disait « Ce théorème est tellement beau que j'aurais bien donné 5 francs pour l'avoir trouvé. » Alors, c'est Godot, je crois Lucien Godot, qui raconte l'anecdote quelque part. Je n'ai pas eu le temps, je ne me souviens plus à qui s'adressait, mais tout de même, ce n'était pas Jacques Baird. Merci pour votre attention.